Excellent outil pour la recherche de l'information et du savoir. L'Internet est devenu un outil incontournable pour l'être humain en rendant notre environnement plus vivable. Les entreprises deviennent plus compétitives. On peut enregistrer, interroger ces données, les modifier, les rendre plus accessibles à d'autres personnes, et ceci grâce à un élément phare, le cloud. Aujourd'hui, dans Espace Digit, nous recevons pour vous un docteur en informatique. Il aura pour mission de nous expliquer ce que c'est que le cloud. Dans ce numéro d'Espace Digit, nous recevons dans le salon Digit M. Bruno Kodjo qui nous expliquera ce pourquoi le cloud est considéré comme la base solide d'une stratégie digitale. Le start-up de ce numéro est un touche-à-tout. Il a réussi à mettre en place une voiture, un tricycle à 9 places pour le bien-être mobile des commerçants. Le Top Chrono a enregistré 2 questions de passionnés d'informatique et pour finir, le cyber-alerte avec notre expert de toujours, Malik Géraldo. Et bien sûr, tout ceci en 26 minutes. Nous recevons aujourd'hui dans notre salon Digit M. Bruno Kodjo. Il est docteur en informatique. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'être passé dans notre salon Digit. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cloud. Beaucoup se demandent c'est quoi un cloud. Alors dites-nous, c'est quoi un cloud? Merci pour la question, merci pour l'invitation. Alors le cloud, tout simplement, c'est un modèle qui permet d'accéder à des ressources ou à des services informatiques depuis Internet. Voilà. Et il permet donc aux utilisateurs d'accéder à des services via Internet. Il permet aux utilisateurs de pouvoir accéder à des ressources via Internet au lieu d'investir dans des ressources qui soient des ressources physiques qui seront disponibles en local. En existe-t-il plusieurs? Est-ce qu'il y a plusieurs clouds? Oui, il y a plusieurs clouds. Il y a par exemple, le cloud privé qui est très commun. C'est avec le cloud privé qu'on a par exemple YouTube, Google Drive et tous les services qu'on utilise. Et on a le cloud privé qui est un cloud utilisé plus par les entreprises, qui peut être utilisé par exemple par des banques, qui peut être utilisé par des organismes internationaux et tout. Voilà. Donc c'est un cloud qui n'est pas directement accessible par Internet. Est-ce que c'est la même chose quand on parle de cloud extérieur et intérieur? Quand on veut parler de cloud international, donc c'est des serveurs qui sont dans des data centers un peu partout dans le monde. Donc on peut avoir la data center de Roubaix, qui est une grande data center qui est la plupart du temps qui est utilisée en grande partie plutôt par OVH, voilà, qui est un fournisseur cloud bien connu. Là, il y a des data centers dans le Nevada, qui est l'une de ces data centers utilisée par Microsoft avec le service Azure. Voilà. Donc ça, c'est des clouds entre griffes internationaux. On est d'accord que c'est des clouds externes. Voilà. Donc quand on parle de cloud interne, on peut parler de... Bon, aujourd'hui, au Togo, je sais qu'il y avait Café, qui disposait d'infrastructures cloud dans le temps et qui vendait l'hébergement aux gens, c'est tout. Et il y a éventuellement Lomé Data Center qui peut faire office, qui d'ailleurs devra faire office de cloud interne principal pour le Togo. Voilà. Alors, vous venez de l'évoquer. Parlant de Lomé Data Center, nous avons réalisé un reportage qui parle en mieux de cet espace-là, qui loge d'ailleurs, qui offre cet espace-là aux entreprises. Un reportage que je vous demande de suivre avec nous. Le Lomé Data Center se distingue par ses 5 salles d'hébergement de serveurs, chacune s'étendant sur 133 mètres carrés et équipée de transibé. Ce centre numérique, dédié à l'hébergement et à la sécurisation des données des services de l'État, ainsi que des opérateurs économiques, y compris les PME-PMI nationales et les investisseurs, constitue une alternative fiable et crédible pour le stockage des données.
Rigoureusement connectées à un réseau de fibre optique, les installations bénéficient d'un système de refroidissement permettant de maintenir une température optimale. L'ensemble du centre est alimenté par une énergie primaire de 1 MW, doublée de la redondance et soutenue par deux groupes électrogènes de 1000 kVA. Cette infrastructure robuste offre un accès à une bande passante Internet à très haut débit, tout en permettant aux utilisateurs de réaliser des économies substantielles en comparaison avec l'investissement important requis pour un data center privé en termes d'équipement et de ressources humaines. Conçu selon un cahier des charges techniques strict, le Lomé Data Center garantit une sécurité physique et informatique optimale et assure un fonctionnement sans interruption ni baisse de performance. Véritable infrastructure stratégique, ce centre joue un rôle important dans la dynamique de croissance du Togo et s'affirme comme un levier puissant pour atteindre les objectifs de la feuille de route 2020-2025. Alors, vous venez de suivre avec nous ce reportage. Est-ce que pour une entreprise, quelle que soit sa taille, migrer vers le cloud, opter pour le cloud lui permet à cette entreprise-là d'aller plus vite, d'innover si elle va vers le cloud? D'abord, merci pour le reportage Lomé Data Center. Il permet de mettre la lumière quand même sur la nécessité d'avoir un cloud national à disposition. Parce que la problématique du cloud réside dans sa disponibilité. Voilà. Avec un cloud comme Lomé Data Center à disposition, on a l'assurance que même s'il y a par exemple une coupure d'Internet à l'international, vu que notre cloud sur lequel certaines entreprises vont faire le choix d'héberger leurs données, auront la garantie de toujours accéder à leurs données, vu qu'on est sur un réseau local. Est-ce que cette migration vers le cloud computer est-elle un passage obligé pour rester compétitif dans le monde numérique local? Bien sûr, parce que aujourd'hui, avec l'évolution de l'informatique, on parle, tout va de la digitalisation des processus en entreprise. Cette digitalisation est quand même très importante pour garder une compétitivité. Et la digitalisation va passer par le cloud. Parce que le cloud, non seulement nous permettra aux entreprises, pour garder leur compétitivité, de garantir l'accès à leurs données n'importe où dans le monde. Il est indéniable de dire que le cloud offre beaucoup d'avantages. Est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénients? Est-ce qu'il n'y a pas de limites? Si, il y a plusieurs inconvénients au cloud. Le tout premier inconvénient qui est le plus connu, c'est la cyberattaque. Oui, c'est la protection des données. Parce que on ne peut pas dissocier le cloud de la donnée. Non, impossible. Et la protection des données étant le tout premier et le plus récurrent des problématiques auxquelles on peut faire face en utilisant le cloud, il y a aussi le problème de disponibilité de ce cloud en question. Voilà. D'où il faudrait non seulement aller dans le cloud, mais s'assurer que ce cloud ou bien cette infrastructure, ce fournisseur que vous trouvez, mais avant de lui confier vos services, il faudrait vous assurer qu'ils aient des politiques. Peut vous garantir la totale sécurité. La sécurité et la mise à disposition des données quand il y aura un problème et tout ça. Voilà. Après, il y a la problématique de coût. Cette problématique de coût qui peut très vite être lourde sur l'entreprise ou le particulier qui utilise le cloud. Si au tout début, ils n'ont pas bien dimensionné et réfléchi à quel fournisseur prendre. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien, mais avant de vous laisser partir, nous avons pour habitude de recevoir des questions qui nous sont envoyées par des internautes, des amoureux et amateurs de l'informatique, du digital, de questions que nous avons reçues de deux jeunes qui rencontrent d'énormes difficultés et qui ont
besoin de votre expertise. Question que je vous demande de découvrir. Salut, moi c'est Jean. J'aimerais savoir entre un code avec après et un code avec un mot de passe, lequel est le plus conseillé et pourquoi? Les deux se valent, mais il faut savoir qu'il y a des avantages et des inconvénients entre les deux. Quand on code son téléphone avec un code numérique, il a des avantages, mais peu d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Parce que c'est du numérique, donc c'est des chiffres, c'est des nombres de 0 à 9 qu'on pourra utiliser. Maintenant, l'inconvénient peut très vite surgir quand on a un code à 4 chiffres, par exemple. Donc, ce qui veut dire que celui qui voudra avoir accès à votre téléphone prendra moins de temps pour trouver le code en faisant des combinaisons aléatoires, en utilisant ces nombres-là de 0 à 9 pour trouver votre code en question. Et il y a des outils qui permettent de générer des codes aléatoires et les envoyer sur votre périphérique afin de le craquer. Maintenant, pour revenir à l'empreinte digitale, oui, c'est l'une des bonnes manières pour sécuriser son téléphone. Parce que bon, une empreinte digitale est unique, scientifiquement parlant. On ne peut pas retrouver normalement la même empreinte sur 2 ou plusieurs personnes dans le monde. C'est très unique, l'empreinte digitale. Mais l'empreinte peut être altérée. Par exemple, suite à un accident, on ne désire pas, mais on peut être brûlé. Oui, à la cuisine par exemple. À la cuisine par exemple, et voilà. Mais les concepteurs de téléphones ont pensé à cela. C'est pour ça que quand vous mettez l'empreinte, souvent on vous dit de tourner un peu le pouce, voilà, pour prendre les rebords, les côtés, pas seulement le centre de l'empreinte et tout. Voilà, bon. C'est pour un peu résoudre au problème, à la problématique. Les empreintes peuvent être altérées par que ce soit le froid, que ce soit le feu ou autre chose. Moi c'est Emmanuel. Bon, en fait, j'aimerais savoir c'est quoi. Il faut savoir qu'une donnée numérique est une représentation sous une forme compréhensible par un système informatique, généralement au moyen de chiffres ou de codes numériques. Elle peut être utilisée pour décrire des quantités, des mesures, des identifiants ou toute autre information pouvant être numérisée. En ses caractéristiques principales en informatique, les données numériques sont stockées et traitées sous forme binaire. Donc, c'est que le binaire, c'est 0 et 1. Donc, qui sont donc des unités fondamentales, si je puis dire, d'information pour les ordinateurs. Donc, il y a la précision, qui est une qualité quand même importante à la donnée numérique, qui lui permet une manipulation précise et essentielle, surtout dans les calculs mathématiques, financiers ou scientifiques. Dans la facilité de traitement, mais j'en passe. Mais voilà les qualités principales d'une donnée numérique. Maintenant, on peut avoir plusieurs types de données numériques. On peut avoir des données numériques quantitatives qui représentent des mesures ou des valeurs chiffrées. Exemple 25, qui est une valeur numérique, et pi, qui est 3,14 poussières. Donc, on a les données numériques codées, donc les identifiants aux informations sous forme de code numérique. Par exemple un code postal, donc, ou un numéro de sécurité sociale. Voilà. Donc, on a des données numériques, des signaux numériques plutôt. Donc, dans les cas des télécommunications, des signaux par exemple, où ce sont des signaux discrets, donc ce sont des signaux dits discrets, qui sont utilisés pour transmettre des informations. Exemple, une audio numérique et une vidéo numérique. Parce que derrière, on peut avoir aussi des données analogiques
Mais vu que ce n'est pas la question aujourd'hui, on s'arrête là. Donc, des exemples, on a un salaire donc, qui est numérique. Quand on parle, par exemple, 200 000 francs CFA, donc c'est une donnée numérique. Une température à 37,5 degrés Celsius, c'est une donnée numérique. Le nombre d'articles dans un stock, 100 unités, par exemple, c'est une donnée numérique. Une image ou un son numérisé, c'est une donnée numérique parce que derrière, quand on parle de numérisation, en fait, il y a une conversion en bits. Voilà en gros ce que c'est que les données numériques qui sont quand même au cœur des technologies modernes et permettent une gestion et une transmission efficace de l'information. Merci. Alors, merci Bruno Kodjo. Je rappelle que vous êtes docteur en informatique. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Nous espérons que nos jeunes, ces amateurs et amoureux d'informatique, seront satisfaits. Merci également d'être passés dans notre salon Digit. On se dit à très bientôt. Merci. Notre voyage nous amène à la découverte d'un jeune. Il s'appelle Madjad Nakpan. Ce jeune Togolais a su mettre en place un tricycle pas comme les autres. C'est une voiture à 9 places. Alors, comment tout ça est arrivé? Nous l'avons reçu dans notre émission aujourd'hui. Il est notre start-up. Madjad, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Je vais bien, merci. Alors, vous avez construit une voiture. Alors, je voudrais savoir, c'est quoi l'histoire qui se cache derrière cette innovation? Je pense que c'est un rêve d'enfance de toujours fabriquer des choses. Ça me passionne beaucoup. Et aussi, vu les sorties de nos mamans, où elles prennent des petites tricycles pour rentrer à la maison où c'est vraiment saturé, je me suis dit, mais on pouvait faire quelque chose encore plus vaste pour les rendre plus confortables et prendre un peu plus de monde. Avant ma deuxième question, je vous propose de suivre avec nous ce reportage que nous avons réalisé dans votre quartier. Où se trouve exactement votre atelier à Nikonakwe? Déjà sur nos routes, ce chef-d'œuvre de Madjad, un tricycle pas comme les autres. Cet engin à 9 places est multifonctionnel, un made in Togo dont l'histoire est plus que séduisante. Le jeune entrepreneur n'avait qu'une seule idée en tête, concevoir un tricycle plus large qui puisse offrir un grand confort aux commerçants. Il dispose d'assez de place pour les stockages. Il n'a pas fallu longtemps à ce curieux de la mécanique pour trouver la formule juste, un 9 places bien équipé. Porte-bagages, différents ports USB, petits ventilos, phares, bref, tous les équipements et accessoires de cette auto VIP ont été choisis, conçus des mains de maître. Madjad, le jeune technicien, voit les choses en grand et intègre à ce tricycle un petit réfrigérateur pour permettre au chauffeur de mettre en place une activité connexe, notamment la vente de l'eau ou de boissons. Le jeune Togolais n'est pas à son premier coup d'essai et promet d'autres créations plus attractives pour répondre aux besoins des populations. En attendant, la 9 places roule et fait des heureux. Madjad, vous venez de suivre avec nous ce reportage que nous avons réalisé d'ailleurs avec enthousiasme. Et nous avons vu que votre voiture comporte plusieurs choses à la fois. Même si nous venons de regarder ce reportage, parlez-nous un peu de ces différentes parties que comporte votre voiture. C'est un véhicule où je voulais vraiment du confort. Il fallait l'équiper des kits, des accessoires qu'on ne voit pas souvent et aussi faire rentabiliser le plus possible le propriétaire du véhicule. Donc alors si vous avez constaté, nous avons assez de place pour 8 à 9 personnes. On a le port-bagages qui peut porter jusqu'à 800 kg de bagages. On a aussi équipé des systèmes de sonorisation pour le confort sur la route. Nous avons mis un frigidaire pour lui permettre de vendre de l'eau
ou des jus, etc. pour pouvoir rentabiliser, peu importe le manque de clientèle. Il a 3 options pour gagner son pain au quotidien. Est-ce que vous êtes à votre premier coup d'essai? J'avais déjà fabriqué un modèle pour porter les bagages, mais celui-ci, pour porter le personnel, c'est le premier que j'ai fabriqué. Il y a d'autres perspectives. Est-ce que Madjad est en train déjà de penser à autre chose? Oui, bien sûr, nous avons déjà 2 machines en cours qui vont sortir dans 2 ou 3 mois. Donc, ça fera plaisir de toujours revenir et partager avec vous mes idées pour qu'ensemble, on puisse réfléchir ensemble et voir en quoi ça peut bénéficier tout le monde. Madjad, avant de vous laisser partir, puisque nous sommes déjà arrivés à la fin de notre entretien, nous avons rencontré 2 jeunes Togolais qui rencontrent d'ailleurs des difficultés et qui nous ont envoyé leurs questions. Et c'est parti pour notre top chrono. Bonsoir, moi c'est Abraham. J'aimerais savoir c'est quoi avoir aujourd'hui une identité numérique. Je réponds au nom de DMI Considérant Samuel Jean-Marc. Parfois on supprime des photos, bien on supprime des vidéos et on part encore supprimer dans des corbeilles. Et après les corbeilles, il y a toujours des résidus dans le téléphone portable. Comment est-ce qu'on peut récupérer ça? Et les réponses, c'est dans notre prochain numéro. Pour finir, en toute beauté, comme d'habitude, nous allons à la rencontre de notre expert en cybersécurité, notre homme de tous les jours, Malik Géraldo. Aujourd'hui, on nous donne d'autres astuces que je vous laisse d'ailleurs de découvrir. C'est notre cyber alerte. Les applications mobiles sont aujourd'hui des outils dont on ne peut pas se passer. Ces applications existent en plusieurs catégories. Vous avez par exemple des applications pour les réseaux sociaux comme par exemple WhatsApp, vous avez par exemple Messenger, vous avez par exemple LinkedIn. Ce sont des applications mobiles qui sont liées aux réseaux sociaux. Vous avez même aujourd'hui les banques qui proposent même des applications mobiles qui vous facilitent la tâche et qui vous permettent de ne pas vous déplacer, mais directement à partir de ces applications, vous pouvez faire des virements sur vos comptes. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, les applications qui sont des outils aujourd'hui qui sont très indispensables et qui nous rendent la vie beaucoup plus facile. Cependant, l'utilisation de ces applications mobiles ne sont pas sans risque. Et je vais partager avec vous quelques dangers qui sont liés, les risques qui sont liés à l'utilisation, à l'installation et à l'utilisation donc de ces applications mobiles sur vos téléphones portables. Alors, le risque principal qui est lié à l'utilisation des applications mobiles, c'est surtout la demande je veux dire plutôt de permissions excessives que ces applications-là nous demandent. Ces applications, en les installant, vous avez sûrement fait la remarque, mais la majorité ou bien la plupart des applications, en les installant, vous demandent des autorisations. Autoriser le micro, autoriser la caméra, autoriser l'accès à vos contacts, autoriser l'accès à votre unité de stockage, autoriser ou activer la géolocalisation, autoriser l'envoi de vos données, etc., etc. La véritable difficulté avec les applications mobiles, c'est la demande excessive de permission. Quel est justement l'impact de cette demande excessive de permission? Je donne un exemple. Vous téléchargez une application lampe torche. Eh bien, je donne un exemple comme ça, je le dis comme ça, vous installez une application X ou une lampe, je dis comme ça, une application de lampe torche, mais qui vous demande l'accès à votre microphone ou qui vous demande l'accès à votre caméra. La question de savoir qu'est-ce que la caméra, qu'est-ce que le micro, qu'est-ce qu'ils ont à voir justement avec une application lampe torche. Donc, voici quelques éléments dont il faut tenir compte quand vous voulez installer une application. La première des choses, c'est de voir la renommée de cette application. Est-ce que cette application est renommée?
Vous regardez le nombre de téléchargements. Est-ce que plusieurs personnes ont déjà téléchargé cette application? Est-ce que c'est une application qui est à la mode? Ok? Est-ce que c'est une application qui vient d'un éditeur sûr? Je prends WhatsApp par exemple. On sait que WhatsApp, c'est une application de WhatsApp. Elle est une application qui est utilisée par beaucoup de personnes. Mais quand je prends WhatsApp GB, bon, GB, ça vient de qui? Est-ce que ça vient de WhatsApp? Non, ça ne vient pas de WhatsApp. Ça passe par un autre canal. Et donc, cette application potentiellement est à prendre avec des pincettes. Le deuxième élément, c'est c'est les permissions que vous donnez donc aux applications. Quand vous installez une application, faites attention aux permissions. Je reviens sur l'exemple de mon application. Je prends un exemple d'application de transfert d'argent. Et cette application, en l'installant, elle vous demande allez activer le micro. Ça n'a pas de sens qu'une application de transfert d'argent demande d'activer le micro. Non, donc vous n'acceptez pas d'activer le micro. Troisième conseil, c'est la mise à jour de ces applications. Une application qui ne reçoit pas des mises à jour est une application dangereuse et ces applications-là sont à proscrire. Vous téléchargez une application que vous utilisez il y a plus de 3 ans, 4 ans, il n'y a pas de mise à jour. C'est très dangereux, tout simplement parce que les failles qui seront trouvées sur ces applications-là ne pourront pas être corrigées ou bien ne sont pas corrigées et donc vous êtes en danger. Et on peut passer par une simple application qui n'est pas mise à jour pour attaquer votre téléphone ou votre machine. Je vous remercie. Merci encore d'avoir été des nôtres encore aujourd'hui. On se dit à très bientôt. Bye. Ainsi se referme notre émission. C'est donc fini pour Espace Digiste. Je vous retrouve dans notre prochain numéro. Au revoir.